Après nous être intéressé à des problèmes elliptiques 1D, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut appliquer la méthode des éléments finis à des problèmes transitoires en 1D. Allons-y. Donc on va s'intéresser maintenant à résoudre l'équation de la chaleur transitoire sur un domaine oméga dont le contour est gamma. On va présumer que seules des conditions de Dirichlet sont imposées sur gamma. Ce qu'on va voir ici marcherait très bien en 1D, mais va s'appliquer aussi directement à la méthode des éléments finis en multiples dimensions, comme on va le voir dans la section qui suivra celle-ci. Donc, allons-y. On part de la forme intégrale forte, qui est dans le fond l'intégrale sur oméga de mon équation que je souhaite résoudre, fois ma fonction test, u de x dx. Donc, je vous rappelle, la forme intégrale faible, avec la fonction test choisie comme étant égale à 0 sur le contour, va prendre la forme que nous avons ici. Ça, c'est en supposant que j'ai des conditions de Dirichlet qui s'appliquent, donc je peux prendre une fonction test qui s'annule sur les bords, et j'ai aussi réalisé mon intégrale par partie, pour faire porter le poids de la dérivation non plus seulement par t, mais aussi par la fonction test. Ensuite, en remplaçant t par son interpolation, par sa valeur interpolée, en fait, par sa définition même, là, où t est interpolé par mes polynômes contenus par morceau, et en utilisant la méthode de Galerkin, où ma fonction test est égale à ma fonction d'interpolation, j'obtiens le système d'équations suivant. Donc, le second terme, je vais nettoyer ça. Le second terme, c'est quelque chose de très classique. C'est notre opérateur laplacien, comme on a vu dans les exemples précédents. Il n'y a rien qui vient de changer ici. Là où il y a quelque chose de différent, c'est ce terme-ci, ici, où j'ai la même matrice élémentaire que ce que j'avais dans la projection L2, qui, dans le jargon, va souvent être appelée la matrice de masse, en fait. Et celle-ci va souvent être appelée à droite la matrice de rigidité, parce qu'elle intervient dans beaucoup de problèmes d'élasticité linéaire ou de mécanique du solide. Donc, revenons à la base. Mon terme de droite, ici, c'est ce que j'ai obtenu pour mon laplacien. C'est identique aux exemples précédents. Et j'ai ce terme supplémentaire, cependant, à gauche, et il fait intervenir la dérivée de mon TJ de mes TJ par rapport au temps. Donc, mes TJ, je vous rappelle, c'est les inconnus de mon problème qui sont situés au nœud. Donc, c'est juste des valeurs discrètes qui me permettent de définir la température à partir de l'interpolation avec mes polynômes contenus par morceau. Donc, le seul terme que j'ai à traiter de plus, qui est un peu plus spécial dans le fond à traiter, c'est la dérivée par rapport au temps de mes TJ, qui est juste la variation temporelle de mes valeurs nodales de la température. Donc, la matrice phi-i, phi-j, c'est ma matrice de masse, la même qu'on avait dans la projection L2, comme je viens de le mentionner précédemment. Donc, comment est-ce que je peux traiter mon terme dTj dt? Bien, une manière simple, c'est d'y aller en différence finie, en fait. Donc, d'employer une méthode de l'heure explicite ou de l'heure implicite pour discrétiser ma dérivée temporelle. On va souvent traiter, en fait, le temps comme une dimension différemment qu'on traite notamment l'espace. Donc, en Euler implicite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon TJ ici, dans ma matrice de rigidité, dans mon terme de diffusion, au temps t plus delta t. Tandis qu'en Euler explicite, je vais prendre ici ma température au temps t. Néanmoins, mon terme ici va être discrétisé par différence finie puis va rester inchangé. Qu'est-ce qui va changer? En fait, ça va être à quel temps est-ce que je vais prendre mon inconnu associé à mon laplacien. Donc, qu'est-ce qui est aussi intéressant ici, à comparer aux autres méthodes comme les volumes finis ou les différences finies, peu importe que je sois en une Euler explicite ou implicite, j'ai toujours ce terme-là en fait, qui vient construire ma matrice de masse. Puis en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que peu importe si je formule mes opérateurs laplaciens ou d'autres opérateurs que j'aurai plus tard en implicite ou en explicite, j'aurai toujours un système matriciel à résoudre pour avancer dans le temps. Ça, c'est normal parce que dans le fond, on veut toujours s'assurer que notre représentation de la température ou de notre inconnu soit continue. Donc, elle est C0, elle est continue par morceau. Donc, pour ça, en fait, c'est normal qu'il y ait cette interaction-là, qu'il y ait cette matrice élémentaire-là qui vient s'assurer que l'évolution temporelle de nos variables va demeurer, elle aussi, continue. On n'avait pas cette notion de continuité-là en volume fini ou en différence finie parce que le support qu'on servait pour représenter nos inconnus, c'était des points discrets. Il n'y avait pas cette notion-là de continuité ou d'interpolation continue clairement définie. Donc, ça, c'est un point à noter. Peu importe qu'on soit en implicite ou en explicite, on aura un système matriciel à résoudre. C'est sûr que par contre, en explicite, le système matriciel à résoudre, il est vraiment plus simple. Il va juste émaner en fait de la matrice de la projection L2. Donc ça va être assez facile à résoudre numériquement et à assembler pour avancer dans notre résolution matricielle. Donc, ça, c'est la seule extension qu'on a à faire ou la seule différence, en fait, si on veut résoudre des problèmes transitoires
à l'aide de la méthode des éléments finis. Pardon.